Bonsoir, bienvenue au D5. Merci d'avoir choisi de passer 50 minutes en notre compagnie à l'occasion de notre conférence Repères personnels et professionnels bouleversés, comment rebondir aujourd'hui. Depuis 2 ans, nos vies ont été bousculées de façon plus ou moins forte par l'expérience inédite de la pandémie. Des bouleversements qui questionnent sur la direction que nous souhaitons donner à nos vies personnelles et professionnelles. Aujourd'hui, avec nos 2 intervenantes, Juliette Bonneau, praticienne PLN et hypnothérapeute, et Anne-Fleur Adam, docteur en entrepreneuriat, qui chaque jour accompagne des personnes dans leur vie personnelle et professionnelle, nous allons aborder ces sujets. Elles vont nous faire part de leur expérience, nous donner des pistes, et nous allons voir ensemble de quelle manière nous pouvons retrouver le chemin du bien-être. Allez, on y va. Bonsoir, merci beaucoup Sandrine. Merci à vous d'être là, merci à vous qui êtes en ligne peut-être ou qui suivez cette conférence. Notre idée ce soir, c'est de faire, non pas en opposition, mais de faire se correspondre et résonner tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, dans ces chamboulements, dans ces modifications, dans ce qui se passe en ce moment, pandémie, changement de repères, et ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi, je vais vous parler en tant qu'hypnothérapeute de l'expérience que je vis au quotidien avec des personnes qui peuvent parfois se sentir seules dans ces ressentis-là, dans ces émotions que ça génère. Et je vais vous donner un petit peu des exemples pour effectivement se sentir peut-être un peu moins seul, avoir des repères. Pas forcément d'outils ce soir, mais quand même des petites ouvertures pour vous permettre de vous y retrouver. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Anne-Fleur qui, elle, élaborera plutôt la partie externe, vers quoi on va au niveau professionnel quand on a bien fait ce cheminement personnel. Mon objectif ce soir, c'est de vous aider à vous représenter ce qui se passe en ce moment, intimement pour vous et dans vos familles et dans votre travail, dans tous les différents domaines de vie dans lesquels vous êtes, dans ces chamboulements. Donc se le représenter pour avoir maintenant un autre angle de vue. Donc vraiment, c'est l'idée ce soir de balayer un petit peu tout ça ensemble. Je commence par vous parler du fait que la façon dont on se positionne face à ces changements est primordiale, c'est-à-dire que si on le vit comme un échec, comme un obstacle, on va avoir tendance à se désespérer, à avoir des situations où on sent qu'on n'a plus de solution, on n'a plus de marge de manœuvre, on se sent comme un petit peu dépossédé de ses choix et qu'on subit. Et c'est là qu'on perd un peu le contrôle de notre vie, alors que c'est peut-être le moment de se poser certaines questions qui vont nous permettre de rebondir et aussi de reprendre les rênes, de se réorienter peut-être différemment. Donc moi, mon idée ce soir, c'est de vous présenter comment on peut, en image, en schéma, on va appeler ça plutôt un schéma, représenter en fait cette espèce de sphère, de bulle, de monde intérieur dans lequel on peut représenter notre quotidien, nos réflexes. Et aujourd'hui, on verra ensemble comment elle se modifie avec une pandémie et donc un environnement qui vient nous impacter. Alors, je vais tout simplement commencer par parler de cette bulle. En fait, une bulle dans laquelle on a instauré un équilibre dans notre vie personnelle. Un équilibre qui a été élaboré finement au fur et à mesure de nos expériences, de nos choix, de nos rencontres, de nos opportunités. Donc un équilibre, on va quand même le noter, subtil, au sens où il est rapidement mis à mal si des changements agissent peut-être de façon un peu brutale, ou en tout cas il va falloir le considérer comme quelque chose, peut-être pas de fragile, mais de subtil en tout cas. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'imaginer que cet équilibre, j'étais en train de parler du fait que c'est une bulle, j'ai perdu ce que j'essayais de vous dire. Et cet équilibre, il a été créé en se basant sur vos ressources, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous aimez faire, qui va un petit peu nourrir cette bulle, qui va nourrir cette sphère dans laquelle tous les domaines de vie s'équilibrent, je répète, trouve un sens, trouve une orientation qui vous satisfait. Voilà, il y a beaucoup de façons d'être ressourcés dans notre vie de tous les jours.
On peut prendre des exemples tout simples. Il y a des personnes qui aiment énormément voyager. Vous faites le lien avec la suite, 3 petits points. Il y a des personnes qui aiment faire la fête, être beaucoup dehors, à sortir, rencontrer beaucoup de monde. Il y a des personnes pour qui c'est peut-être plus facile aujourd'hui, qui aiment lire, et qui aiment être tranquille, à écouter de la musique. Voilà, il y a des personnes qui sont très famille, où on va avoir un petit peu le clan familial qui est très présent. Voilà, tout ça, ça va être les ressources. On va continuer d'en citer quelques-unes et plusieurs, même au fur et à mesure de ce que je vous explique. Par exemple, il va y avoir le travail. Il va y avoir, donc on a parlé de la vie avec la famille, la vie sociale, la vie, on rajoute une flèche parce qu'effectivement, tout ce qui sont nos ressources personnelles pour la culture, les hobbies qui concernent vraiment l'individu propre, tout seul, dans la solitude. Et quand cet équilibre fonctionne bien, on peut avoir des sensations de paix intérieure, de satisfaction, que notre vie a un sens qui nous satisfait. On est donc en capacité de donner de l'énergie à l'extérieur pour nos différents projets, les rêves que l'on souhaite mener à bien. On va être donc en capacité de dépenser de l'énergie et de fournir ce carburant nécessaire pour relever des défis, notamment au niveau professionnel. Quand il y a une charge de travail, on est en capacité de l'investir, de s'investir et d'aboutir à nos réalisations. Sur le plan personnel, on peut parfois avoir des difficultés ou des projets qui nécessitent de dépenser de l'énergie. On en est aussi capable parce que tout ça s'harmonise, ma foi, plutôt assez bien. Je vais mettre comme envers l'idée que parfois ces dépenses énergétiques, elles peuvent être aussi, vous le verrez plus tard, une forme de stress, mais qui est tout à fait intégrée dans cette harmonie qui fait que on peut finalement tout à fait y répondre et que ce ne soit pas ni pathologique ni épuisant. Voilà. Donc aujourd'hui, il est intéressant de se représenter la façon que l'on a d'être en équilibre soi-même pour pouvoir changer peut-être de regard au moment où on va être déstabilisé dans ce schéma, dans cette représentation. Si on n'en a pas conscience, on peut vite, comme je disais tout à l'heure, partir dans une forme de désespoir ou de subir la situation. Si on est conscient de notre schéma d'équilibre, on va pouvoir être plus acteur au moment où il y a des modifications. Ces modifications, on va pouvoir ensemble, à nouveau, encore être là dans la représentation, toujours pour être plus en conscience, subtilement. Et je parlais d'avoir le contrôle dans sa vie, qui est quand même un facteur qui est tranquillisant, qui va permettre d'abaisser les angoisses. Si on peut parler d'angoisse ou d'inconfort lié à, on va parler de cette pandémie, en tant que bouleversement de nos habitudes. Donc tout à l'heure, je vous parlais du fait d'être plus dans une forme d'accueil, et on va voir ce qu'il y a besoin d'accueillir maintenant. En réalité, ce qui se passe quand on ne peut plus faire la fête, si par exemple ici on avait faire la fête, et qu'on ne peut plus sortir sans passe, ou que même il n'y a pas de passe, à l'époque où il n'y avait pas de passe, on ne peut plus faire la fête. Si on nous dit votre clan famille, va falloir patienter un petit peu avant de vous retrouver et de faire la fête. Vous voyez que comme ça, on va pouvoir éliminer pas mal de ressources qui vont faire qu'au bout d'un moment, il y a un déséquilibre qui se crée. Et ce déséquilibre, il va provoquer le fait qu'on va avoir moins de ressources disponibles pour pouvoir faire face à ce que d'habitude, on avait pris en charge. On avait accepté, on avait endossé certains rôles, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce qu'on va dire que la ressource, le carburant, l'énergie disponible va être insuffisante face aux demandes. Et on va se retrouver dans des formes de non-sens parfois ou d'incapacité à répondre. Et c'est là que je vous parlais tout à l'heure d'une forme de désespoir parce qu'on sent qu'on n'est plus dans cette capacité qu'on avait au départ. Donc l'idée là, c'est de se dire que si par exemple... alors on a parlé par exemple ici, j'étais sur plutôt une notion d'exigence familiale, avec par exemple faire le taxi pour être bien à l'heure à différentes activités, ou familialement pour être en charge d'une personne qui est dépendante de nous dans notre cercle familial. Ici, on va pouvoir être plus à même de dire attention, je ne suis plus en capacité de répondre ici, je vais devoir prendre ma responsabilité de faire évacuer
cette responsabilité, peut-être pas au point de dire je ne m'en occupe plus, mais de différer et de prendre en charge le fait qu'ici, il y a un équilibre à préserver et à rechercher. Donc on va pouvoir faire ce geste de faire rebondir sur notre cellule propre, sur notre monde intérieur et dire j'analyse que je ne suis plus capable de prendre en charge cette responsabilité. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être pas évident l'exemple que j'ai donné parce que si on a quelqu'un à charge, il va falloir déléguer peut-être, trouver les moyens de faire prendre en charge cette personne qui, avant, avait sa place dans notre quotidien. On pourra parler du travail, qui avec ses exigences, pouvait nous être parfois pas forcément tout à fait ajusté à nos valeurs, à nos sensibilités. On faisait parfois un petit peu peut-être des grands écarts, des efforts, et puis ça passait. Et là, on s'aperçoit qu'il va falloir réajuster cette notion de travail effort, de travail exigeant, pressurisant. Et à nouveau, peut-être ici, alléger, aménager, faire la demande peut-être de réduire du temps de travail, peut-être réorganiser un service pour être moins en charge de certains. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, rien que de le représenter, d'en prendre conscience, de le réaliser, d'en prendre conscience, on va pouvoir être déjà dans une autre démarche, une autre dynamique, et comme je vous parlais tout à l'heure, du contrôle sur sa vie. Donc, plus d'idées, on a plus de disponibilité d'esprit que quand on est sous forme de désespoir comme ça dans cet état. Si on était dans une séance un peu plus interactive, je vous demanderais est-ce que vous avez d'autres idées de choses où on nous demande un engagement qui nous coûte de l'énergie. Mais voilà, vous pouvez imaginer plusieurs choses comme ça. Et donc, dans ces flèches ici, où on est contraint parfois, on a le choix. On a le choix, et c'est aussi parfois notre responsabilité pour maintenir cet équilibre. Donc quelque part, on est acteur. Ça vous parle ? On est acteur. Et c'est là où on reprend du pouvoir et où on se sent tranquillisé. Je parlais tout à l'heure d'angoisse, et là je parle du fait d'être plus tranquillisé. Donc moi ce que je vous propose c'est de continuer à étayer un petit peu ce schéma, ce principe en prenant les différentes les différents cas de figure qu'on a pu tous croiser, et il y en aura certainement beaucoup que je n'aurais pas mentionné, mais on va partir d'un ressenti. Donc là moi je parle d'un état nouveau que l'on constate chez soi, lié au fait que par exemple, un confinement vient faire la sphère personnelle et la sphère privée vont s'entremêler. Et tout d'un coup, il y a quelque chose à peut-être réajuster, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va sentir une forme de fatigue, une inquiétude, des changements d'humeur. Je vous le cite un petit peu tout ce que vous pouvez prendre comme indicateur. Comme quoi, il y a quelque chose peut-être à aller représenter, à aller conscientiser. Il y a des frustrations qui me naissent dans le fait qu'on a au travail été pas mal amené à faire et défaire. Pareil dans la sphère associative, on fait, on défait. On fait, on défait. Donc là, il y a eu beaucoup des frustrations à gérer. Alors, quand on le sent, la frustration, souvent, elle est sous forme de colère, on se sent en colère. Et donc là, à ce moment-là, on se dit comment redevenir acteur et ne pas subir. Il y a des changements dans les rapports aux autres. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a de le fait que les confinements rapprochent sphère privée et sphère professionnelle. Et là, on va être dans une hyper sollicitation. Par exemple, les personnes qui ont des enfants à la maison, en plus du travail, on va être dans une hyper exigence de présence et de vigilance. Donc ça peut être très fatigant. On parlait tout à l'heure de fatigue. Et il y a à l'inverse le rapport à soi qui peut être aussi modifié dans le fait qu'on ne sort plus, on sort moins, on se retrouve face à soi-même. Et au moment où il faut ressortir, on va se retrouver dans une difficulté à être à nouveau sociable. Alors ça aussi, ce sont des petits indicateurs qui peuvent vous alerter. Alors il existe un terme là-dessus qui s'appelle le syndrome de la cabane. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'être un petit peu recroquevillé sur soi-même et de vivre en ermite. Et en fait, on s'est adapté, même si
au final, ça génère quand même beaucoup de tristesse et de mal-être, et qui est ces sources d'angoisse. N'empêche qu'on a commencé à créer de nouveaux repères chez soi, une petite organisation personnelle qui va bien, et puis c'est plus difficile de retourner vers les autres ensuite. Et je répète, la solitude, c'est vraiment pas notre truc à nous les humains, donc on a éprouvé un certain confort à rester chez soi. C'est dur de sortir, mais malgré tout, c'est quand même nécessaire. Donc il y a un petit peu ces conflits intérieurs qui viennent liés à ces confinements, déconfinements, et qui peuvent être encore aujourd'hui, avoir des échos, hein, encore plusieurs mois après. Je voulais vous parler du fait que quand on va être ainsi dans cette posture d'accueil de ce qui se passe pour redevenir acteur, accueil, c'est-à-dire observer et prendre acte qu'il y a certaines choses où je vais devoir retrouver du pouvoir et de l'action ici. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de deuil. Véritablement, il y a certaines choses que l'on doit abandonner et qu'on aimerait plutôt les garder. On aimerait continuer comme c'était avant. Et là, on va être dans des démarches de deuil. On parle effectivement d'acceptation, d'accueil de ce que l'on ressent. Donc là, c'est tout un pan sur la gestion des émotions qui peut être intéressant parce que ça nous permet de nous guider dans la vie et de ressentir et d'être au contact de ce que l'on ressent, d'être au plus juste aligné avec soi-même. Donc ça, c'est important. Alors, oui, là, dans ces deuils, je vous en cite quelques-uns que j'ai entendus, j'ai glané par-ci, par-là. Au travail, on a entendu efficacité, qui est moins évidente. C'est des choses, on n'a pas la sensation d'être aussi efficace que d'habitude dans ces contextes-là. Capacité de mesurer ce qui est réalisé. C'est-à-dire qu'avant, c'était peut-être plus du tac au tac et que maintenant, comme on fait, on défait. Alors, on ne sait plus exactement le temps investi, ce qu'il a vraiment rapporté. Les contacts humains, il y a le fait de pouvoir anticiper les choses, donc d'être dans ce manque d'anticipation, cette impossibilité d'anticiper. Alors là, il y a un sacré deuil. Et il y a également des anciens fonctionnements qu'on avait adoptés, auxquels on était fidèles depuis toujours, de nos ancêtres, par exemple, le fonctionnement je fais mes heures, je travaille beaucoup, j'ai un fonctionnement un petit peu à l'ancienne, alors qu'aujourd'hui on nous dit télétravail, efficience. Alors on parle parfois de dire je prends une semaine de congé par mois pour pouvoir ramasser mon travail sur 3 semaines et c'est plus efficace. Ça, c'est des choses vers lesquelles on avait peut-être du mal à aller, et là on y est un peu poussé au détriment de notre fidélité à certains schémas plus ancestraux où on travaille, on trime au champ, on travaille. Et on se retrouve dans un conflit intérieur, là encore un deuil, de dire peut-être à la mémoire de nos ancêtres, je vous suis un petit peu infidèle. Je vais très loin, mais n'empêche que c'est ce qui peut se passer à l'intérieur de nous avec cette sensation de dire je travaille autrement et c'est pas si évident que ça d'aller vers le nouveau en termes d'organisation du travail. Donc là on est sur le travail, mais il y a aussi au niveau personnel l'incapacité d'aller changer d'horizon. On est quand même, nous en plus ici dans une région où on est un petit peu enclavé. Parfois on a peut-être besoin d'aller, même si c'est très beau, d'aller voir un peu ailleurs, d'autres villes, d'autres fonctionnements. Et là, dans ces périodes-là, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Donc là c'est un autre exemple, on était ressourcés par les voyages. C'est un des exemples que je vous ai donné en premier, ressourcés par les voyages. Je ne peux plus, comment je fais ? Déjà, ah oui, et du coup, je fais du lancer de ressources. Et en fait, ici, vous avez donc cette capacité, une fois qu'on a fait le deuil et qu'on est dans ces prises de conscience, à trouver des nouvelles solutions. Alors, les nouvelles solutions, elles sont normalement de l'ordre de la créativité de chacun. On a énormément de ressources en nous. Si on est dans cette posture, elles viennent beaucoup plus naturellement. Donc là, par exemple, il y a... c'est un exemple, je ne vais pas vous donner d'exemple sur les ressources possibles parce que c'est vraiment propre à chacun, c'est de l'intime. Et vous allez par exemple regarder des documentaires pour voyager à la télévision. Se dire j'ai besoin d'évasion, je vais me débrouiller autrement. Alors, c'est temporaire. On parle aussi des ressources sportives. On disait quelqu'un qui a peut-être besoin de faire beaucoup de sport en salle. S'il ne peut plus faire du sport en salle, il va falloir qu'il se contente de marcher autour de chez lui, de trouver d'autres sources de dépenses physiques et de sécrétion des protéines qui font du bien.
Voilà, donc pour terminer, ce que je vous propose de vous présenter, c'est un petit peu cette faculté que vous allez trouver en vous à créer des nouvelles ressources qu'on appelle en fait la résilience. Boris Cyrulnik nous présente les facteurs de résilience. Donc en quelques secondes, je vous présente les 3 piliers de la résilience, comme ça vous repartez quand même avec un petit outil. Surtout ne pas rester seul, donc aller d'une manière ou d'une autre, envoyer des petits signaux aux uns et aux autres pour retrouver du lien et du liant. Donc Zoom marche très bien, je ne fais pas de pub, mais tout ce qui est visio marche très bien aussi, autant qu'un courrier. Pour être en échange avec les personnes, être dans le dialogue, qui sont en fait source d'affection et de relationnel qui sécurisent l'individu. La deuxième chose, donc, c'est il y a la réflexion et l'analyse, c'est ce qu'on est en train de faire là. On analyse un petit peu sa situation, on réfléchit, on prend un petit peu de recul, on respire, on fait une pause, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Et la dernière, c'est l'activité physique, tout simplement. Marcher, c'est déjà un premier pas. Marcher de plus en plus, ça permet de garder cette oxygénation et ce mouvement corporel qui est favorable à ce que je vous expliquais tout à l'heure, la créativité dont vous avez besoin pour trouver vos propres solutions, vos propres ressources nouvelles. Et donc si on fait un petit peu une transition vers ta présentation, Anne-Flore, on va voir qu'il y a de nouveaux aménagements à faire certainement aussi dans le travail et que ça peut être en allant chercher le sens que l'on veut mettre dans son travail que l'on va trouver les nouveaux aménagements. Et pourquoi pas, si on a la sensation que l'auto-entrepreneuriat peut être une des réponses, une des solutions qui va nous permettre de retrouver de l'équilibre, alors c'est très très bien. Je vous donne une lecture qui peut être intéressante, c'est Remettre le travail à sa juste place, qui est un livre qui va vous permettre d'aller vous questionner vous-même sur quelle est la place que vous voulez donner à votre travail. Et effectivement, c'est des questions qu'on peut travailler aussi en petit comité, en petit groupe, en atelier. On peut animer ça par exemple au D5. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre cette conférence et à prendre des informations pour nous retrouver par la suite. Et j'espère que ça a été assez clair pour vous et malheureusement il n'y a pas de questions, mais au plaisir de vous retrouver. Merci Juliette pour ta présentation et puis pour le passage de relais. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Anne-Flore Adam et je vous parle ce soir d'entrepreneuriat. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat de manière générale, l'esprit d'entreprendre au sens large on va dire, pas même qu'au sens business du terme. Voilà, ce qui m'a amené moi-même à créer une entreprise il y a quelques années, à co-créer une entreprise il y a quelques années en Suisse et puis à travailler en tant qu'indépendante aujourd'hui et puis à passer une thèse en entrepreneuriat et à faire des travaux de recherche aujourd'hui sur ce sujet. Donc moi, mon objectif ce soir, c'est de vous donner quelques pistes et de vous éclairer sur justement comment rebondir professionnellement à travers l'entrepreneuriat. Parce que comme le disait, alors je ne vais pas vous faire plein de chiffres, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On aurait pu penser en fait que tout ce qui s'est passé, cette crise sanitaire, avec l'incertitude dont parlait Juliette tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir prévoir, de ne pas pouvoir se projeter, que ça allait finalement couper un petit peu l'esprit d'entreprendre et puis que la création d'entreprise allait vraiment s'en ressentir. Et finalement, on voit dans les chiffres que ce n'est pas du tout vrai, au contraire. Vous voyez, en 2020, il y a 4% de plus de création d'entreprises qu'en 2019. Et dans les premiers mois de 2021, entre janvier et 2021, et septembre 2021, la création d'entreprises a encore augmenté de 25% par rapport au même mois l'année dernière. Donc on a au contraire vraiment un boom des créations. Et on peut dire que finalement, on pensait que la crise allait faire diminuer ce nombre de créations, et ça a été totalement l'inverse. Ça l'a au contraire augmenté, ce nombre de créations, parce que ça nous a permis de rebondir, parfois après un licenciement. Donc on s'est demandé ce qu'on allait faire. Et puis, comme Juliette le disait, on a remis à plat
beaucoup de choses dans sa vie aussi personnelle. On a voulu peut-être maintenant se dire qu'on voulait travailler selon ses valeurs, justement. On n'était plus capable d'absorber, comme tu le disais, le stress qu'on avait avant. Donc on veut réorienter un petit peu les choses. Donc travailler aussi en organisant son temps, justement. On a goûté au télétravail. On se dit finalement de pouvoir faire un peu les choses pas comme je veux, parce que c'est pas non plus ça la création d'entreprise, mais en tout cas d'avoir une certaine mainmise sur son organisation, ça a au contraire donné des idées. Donc si aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de créer, qui ont cette petite idée, c'est aussi des bonnes motivations pour devenir entrepreneur. Par contre, donc entreprendre, c'est parfois la solution. Alors, je le dis tout de suite, je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais qu'entreprendre n'est pas forcément la bonne solution pour tout le monde. D'accord ? On n'est pas forcément tous faits pour ça quand même. Donc, il y a tout un passage, à mon avis, tout un parcours en tout cas à faire avant de passer vraiment à l'action pour s'assurer que ce soit fait pour nous à un moment donné, parce qu'on peut être fait pour ça, mais pas aujourd'hui aussi. Donc, il faut se poser un petit peu les bonnes questions. Je vais essayer de voir avec vous ce qu'on peut se poser justement comme question. Et cette volonté parfois qu'on a d'entreprendre, déjà, ça peut se heurter à différents freins. Je vais essayer d'en passer quelques-uns en revue, les plus courants que je peux voir, et puis peut-être de donner des petits trucs pour essayer de passer au-dessus de ces freins et puis de se mettre un petit peu en action et de ne pas rester bloqué pour les mauvaises raisons finalement. Un premier frein qu'on peut avoir, c'est de se dire, c'est la méconnaissance du milieu. Je ne connais pas, j'ai été salarié toute ma vie ou je sors juste de mes études. L'entrepreneuriat, c'est un milieu totalement inconnu pour moi et je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas qui aller voir, c'est trop obscur. Donc là, je ne vais pas développer ce point tout de suite parce que je vais finir là-dessus pour que ça vous donne un élan à la fin de cette présentation pour savoir justement vers qui aller. Mais sachez que je vous présenterai un petit peu l'écosystème entrepreneurial pour savoir vers qui vous pouvez vous diriger à la fin de ma présentation. Le deuxième frein, ça peut être de se dire, je ne connais pas le milieu, mais je ne connais pas non plus le métier. Moi, j'ai pour habitude de dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement un statut, mais que c'est vraiment un métier à part entière, qui demande des compétences, qui amène un style de vie. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, un métier siamois. On doit avoir son cœur de métier, évidemment, et puis il y a l'entrepreneuriat qui vient à côté, et l'un fonctionne avec l'autre, donc c'est d'où mon expression de métier siamois. Et c'est vrai que ça demande de se former. Voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour ça non plus, ou n'a pas a priori forcément toutes les compétences à la base. Donc là, il y a quelque chose de super depuis quelques années. On peut maintenant utiliser complètement librement son CPF, son compte personnel de formation, et prendre en charge ces formations pour devenir entrepreneur. Donc il faut en profiter et puis voilà, faire un petit peu ces recherches et surtout ne pas hésiter à passer une partie de ce budget sur le métier d'entrepreneur et pas que sur son cœur de métier, puisque l'un va être aussi important que l'autre. Ensuite, il y a plusieurs idées reçues qui peuvent être bloquantes. C'est vrai qu'autour de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup tu parlais tout à l'heure de réflexes ancestraux ou ce genre de choses. Autour de l'entrepreneuriat, il y a un petit peu cette idée-là aussi, qui sont véhiculées par les médias, par notre entourage, par notre culture, tout simplement. On n'a pas la même vision aux États-Unis ou en France notamment. Une de ces idées, c'est qu'il faut avoir une idée innovante. Moi, c'est vrai que je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui me disent « j'aimerais me lancer, mais j'attends l'idée avec un grand I avant de sauter le pas ». Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, j'ai envie de dire que cette idée, on peut l'attendre longtemps, donc n'attendez pas cette idée avec un grand I. Il faut être capable de se différencier quand on se lance, mais il ne faut pas forcément réinventer la roue. D'accord ? Comme je dis toujours, des boulangeries s'ouvrent chaque jour et pour autant, ça peut marcher. Voilà. Donc, n'attendez pas forcément de tout réinventer. On entend aussi parfois qu'il faut aimer le risque pour se lancer et ça bloque certaines personnes qui se disent moi, le risque, c'est pas trop mon truc, donc je préfère rester un petit peu tranquille, entre guillemets, dans le salariat. Là, je préfère dire qu'en fait, les entrepreneurs doivent surtout aimer anticiper le risque et puis prévoir ce qu'ils vont faire si les choses arrivent. D'accord ? Ce qui est plus important, c'est de vous demander votre rapport à l'incertitude. Quand on est en période d'incertitude, comme on l'a tous vécu là, comment vous l'avez vécu et est-ce que justement vous avez réussi à facilement retrouver d'autres ressources? Est-ce que vous avez été résilient facilement? Et c'est finalement ça qu'il faut gérer en tant qu'entrepreneur. Je donne souvent l'image, c'est elle qui ne vient pas de moi d'ailleurs, de dire le risque, c'est le dé à 6 faces que l'on lance et on sait qu'on peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On peut faire des probabilités et puis se préparer. L'incertitude, on lance le dé, mais on ne sait pas ce qu'il y a sur les faces. Donc là, c'est complètement plus difficile finalement de faire face à ça. Et en tant qu'entrepreneur, c'est à ça qu'il faut se préparer. Mais il ne faut pas aimer le risque plus que d'autres en fait.
Et une troisième idée reçue, c'est de se dire, j'ai une idée, alors on a toujours l'impression qu'on a en plus une idée que les autres n'ont pas eu avant. Alors en étant 7 milliards sur Terre, il y a peu de chances que ça arrive. Et donc on se dit, je vais la garder précieusement, je ne vais pas trop en parler au cas où on me la vole. Alors ça, à part si on veut breveter son idée, ça ne marche pas finalement. Puisqu'au contraire, on dit que l'entrepreneuriat, c'est un phénomène social. C'est quelque chose qui se partage et il faut aller voir au contraire son marché, aller rencontrer des clients potentiels, des partenaires potentiels, parler de son idée pour avoir un retour au moment où on construit son idée et qu'on est encore dans ce chemin entrepreneurial. Si on ne le fait pas, le jour où le marché découvre notre idée, si on a mal évalué le marché, c'est là où on se plante finalement, parce qu'on n'a plus le temps de faire les ajustements nécessaires et on a déjà investi de l'argent, du temps, de l'énergie, et c'est beaucoup plus difficile de faire marche arrière. Donc voilà, il y a plein d'autres idées reçues, j'ai choisi ces trois-là, mais en tout cas, c'est des choses à garder en tête si c'est des choses auxquelles vous pensiez. J'en donne encore 3 autres. Une autre idée reçue, c'est pas une idée reçue, c'est un autre frein, ça peut être d'avoir peur de l'échec. De se dire, finalement, d'ailleurs, on envisage très peu l'échec au moment où on se lance finalement. On se dit toujours, non, mais je vais pas penser je vais pas être pessimiste, je vais rester optimiste et puis je pense pas à l'échec. Finalement, c'est parce qu'on en a peur. Alors, l'échec fait complètement partie du parcours entrepreneurial. C'est petit ou gros échec. Un échec, c'est pas forcément déposer le bilan, ça va être perdre un client, ne pas réussir une négociation, se disputer avec son associé. Voilà. Donc la vie d'entrepreneur est faite de petits échecs et je pense qu'il faut juste l'accepter en amont et puis faire un peu comme avec le risque. Essayer d'anticiper ce qu'on pourrait vivre comme des échecs et puis s'y préparer. Je parle d'une association dont je fais partie et dont je suis la représentante d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes, donc je peux aussi être ce relais si ça vous intéresse. C'est une association qui s'appelle les Rebondisseurs Français et qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant et qui cherche à promouvoir justement la valorisation du rebond plutôt que la stigmatisation de l'échec. Et l'idée est de faire changer un petit peu l'état d'esprit en demandant aux entrepreneurs de mettre à nu leurs échecs pour que l'état d'esprit change et qu'on n'ait plus peur de cet échec, mais qu'au contraire, on se demande plutôt comment il va nous aider à rebondir. Donc c'est toujours bon à connaître. Un autre frein, ça peut être le manque de confiance en soi. C'est vrai que d'entreprendre, ça demande quand même une dose de confiance en soi parce que on sait qu'on va justement quand même connaître des embûches. Il faut avoir confiance dans sa capacité à rebondir justement, à aller vers les autres en tant que phénomène social, etc. Si vous manquez un peu de confiance en vous, après ça s'acquiert aussi, il y a des solutions au moment où on se lance. La première, c'est l'entrepreneuriat d'équipe. On n'y pense pas forcément, bien que ça se fasse quand même de plus en plus, mais un entrepreneur n'est pas forcément seul. Vous pouvez vous associer, et c'est vrai que c'est toujours... Alors, il y a des inconvénients aussi, il y a des points de vigilance à avoir dans l'association, mais c'est aussi un avantage quand quelqu'un a un coup de mou, c'est jamais souvent en même temps que l'autre, ou quand il y a on a aussi plus d'idées, plus de ressources, plus de réseaux. Donc, ça peut être une bonne méthode quand on manque de confiance. On peut aussi entreprendre sous une franchise pour déjà avoir une sorte de guide de conduite. Et là, on est moins seul, on fait partie d'un réseau. On peut entreprendre en portage salarial. Donc, il y a des entreprises qui existent pour ça. Je pense à RH Solutions, mais il y en a d'autres. Et où donc, en fait, on est porté, comme son nom l'indique, par une autre entreprise. C'est une façon de tester son idée et donc de moins se lancer dans le vide, on va dire, au début, que si on se lance vraiment tout seul en tant qu'indépendant. Donc, il y a cette solution aussi. Il y a le fait de faire partie de réseaux où on se sent là, entouré, on a des personnes qui aussi peuvent nous soutenir. Et les espaces de coworking, comme là où on est ce soir au D5, c'est un très bon moyen d'aller justement à la rencontre d'autres personnes qui ont entrepris, de se donner des trucs et astuces et puis d'échanger un petit peu pendant les coups durs. Et la dernière chose, je pense qu'il faut se dire, c'est la question, qui peut être un frein, c'est de se dire, est-ce que je vais en vivre? Je me lance, mais j'avais quand même un niveau de vie confortable. Est-ce que je suis sûre que je vais le retrouver? Alors déjà, il faut savoir que ça peut être long pour retrouver son niveau de vie. En moyenne, on dit, alors tout dépend de l'industrie, etc., mais en moyenne, c'est 2 ans. Donc c'est sûr qu'il faut avoir les reins un petit peu solides ou quelqu'un dans le foyer qui peut prendre le relais ou des indemnités Pôle emploi, mais en tout cas, il y a des solutions. Et la vraie question à se poser, c'est combien je devrais vendre de prestations pour retrouver mon niveau de vie? Et je pense que quand on a répondu à cette question, on se rend déjà à peu près compte de est-ce que c'est réalisable ou au bout de combien de temps ça pourrait l'être. C'est vrai qu'il vaut mieux parfois se poser aussi la question de ce qu'on est prêt à perdre plutôt que ce qu'on aimerait gagner, parce que ça c'est hypothétique. Ce qu'on est prêt à perdre, c'est sûr. Donc c'est une bonne question à se poser.
Et après, une fois qu'on a levé tous ces freins, on peut se dire, ok, maintenant je me sens prêt ou prête, par où je vais commencer? Donc, il y a la sacro-sainte étape de l'adéquation homme-projet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, justement, est-ce que je suis la bonne personne pour ce projet? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Je vous ai mis ici quelques questions, par exemple, à se poser pour répondre à ces questions-là. On peut se demander, est-ce que je suis sûre de vouloir quitter le salariat? On se demande toujours si on veut aller vers l'entrepreneuriat, mais on oublie de le prendre à rebours. Est-ce qu'on est sûr de vouloir quitter les avantages qu'on a dans le salariat? C'est important aussi de se poser la question. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Donc pas seulement financières, en termes de temps, en termes de réseau, en termes de soutien de l'entourage. Ça, je réinsisterai tout à l'heure, mais c'est une des premières causes d'échec des projets entrepreneuriaux, c'est quand l'entourage ne suit pas finalement. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à perdre, comme je le disais, parce que ça, au moins, c'est sûr, c'est pas hypothétique avec combien je pense gagner. Donc, ça peut être en argent, encore une fois, en temps, en vie sociale. Et puis, est-ce que comment je veux entreprendre? Parce que, comme je le disais, on peut entreprendre en équipe, on peut entreprendre seul, on peut entreprendre sous une franchise, etc. Et c'est bien de peser le pour et le contre de chacune des solutions pour trouver ce qui nous correspond le mieux et qu'on vive le mieux notre aventure entrepreneuriale par rapport à qui on est aussi. Quelques points de vigilance. Aller trop vite. Alors, quand on entreprend, on est toujours très, très pressé de voir notre bébé éclore. Donc, on a une idée, on a tout de suite envie de la voir prendre forme. Alors, il ne faut pas non plus réfléchir pendant 1 an dans son garage, d'accord, mais il faut aussi savoir passer à l'action de temps en temps, mais sans précipitation. Comme on dit, là, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, il faut prendre le temps de passer quand même toutes les étapes de l'adéquation homme-projet, de définir son projet, sa stratégie, etc., de faire son étude de marché avant de se lancer. Rester seul, la solitude, c'est une des grandes difficultés de l'entrepreneur, donc j'ai donné déjà pas mal de solutions qui existent pour ne pas rester seul, donc il faut en user et en abuser. Vouloir tout faire tout seul, ça aussi, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc au début, c'est des petites économies, j'ai envie de dire. Au début, on pense faire des économies en faisant tout soi-même. Mais si l'impact est nul, en fait, on aura juste perdu du temps et des ressources. Donc il vaut mieux parfois savoir justement ce qu'on est prêt à perdre et puis tout de suite se faire accompagner dans différents pans de son entreprise plutôt que de tout vouloir faire seul. Attention au burn-out de l'entrepreneur, on n'en parle pas beaucoup, mais le burn-out touche les personnes qui sont très impliquées dans ce qu'elles font. L'entrepreneur, par définition, il va être impliqué dans ce qu'il fait. Donc, il faut aussi savoir se poser des limites, savoir à quel moment on éteint l'ordinateur, à quel moment on répond plus au téléphone, et puis s'y tenir, parce que sinon, on explose. Et puis, comme je le disais, donc avoir le soutien de son entourage. Les premières personnes à convaincre, ce sont ni les clients ni le banquier, ce sont les personnes avec qui on vit. C'est eux qui seront là le jour où on ne sera pas bien, et ce ne sera pas le client. Et donc, ce sera eux qui nous aideront à aller de l'avant dans notre projet. Et puis, je finis, comme je le disais, avec un petit point. Alors, je ne sais pas si on le verra bien à l'écran. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique, mais sur l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui, on peut un peu s'y perdre parce qu'il y a plein d'acteurs, finalement, de l'entrepreneuriat et on ne sait plus trop qui il faut aller voir quand. Donc, finalement, on a les organismes publics ou consulaires. Donc là, je pense aux organismes type CCI. Eux, pourquoi aller les voir? C'est surtout pour être aiguillés. Ils vont nous aiguiller justement vers différents prestataires, différentes choses. Et quand on a besoin de financement, parce qu'ils ont des aides souvent et des soutiens. Après, il y a toute une liste de professionnels. Il y a des coachs avec lesquels on peut travailler sa posture d'entrepreneur, sa motivation, son développement personnel aussi, une prise de confiance justement. Les experts comptables qui, eux, vont surtout arriver pour la partie prévision financière et la partie statut juridique. Donc, ce n'est vraiment pas forcément les premiers à aller voir, même s'ils peuvent nous donner déjà une idée. Les avocats, éventuellement, si on fait justement des pactes d'associés, qu'on est en équipe ou voilà, pour le choix des statuts aussi. Donc, les banques, ça va être pour le financement, évidemment. Les assureurs, on n'y pense pas souvent, mais un entrepreneur bien assuré en vaut 2. Donc, il faut quand même y penser dans son parcours. Les professionnels de la com, de manière générale, donc logo, site internet, voilà, support de communication. Donc, et eux, pareil, quand on va les voir, il faut déjà avoir défini sa stratégie. Donc, ça va être un peu en amont, enfin en aval plutôt. Les espaces de coworking pour rentrer dans cet écosystème entrepreneurial, prendre des infos, etc. Divers réseaux. Alors les réseaux, il y en a des informels, des professionnels, des réseaux d'affaires. Il y a vraiment plusieurs types qui ont chacun leurs objectifs. Donc à nous de poser nos objectifs au début pour savoir vers qui se tourner. Il y a des incubateurs, des pépinières. C'est des endroits dans lesquels on va partager des ressources finalement et puis être au contact aussi d'autres entrepreneurs pour faire avancer son projet.
les organismes de portage salarial, j'en ai parlé tout à l'heure, qui vont nous aider dans la gestion du projet. Et puis après, il y a des personnes comme moi qui peuvent vous aider dans la réflexion autour de votre projet lui-même et qui, voilà, moi, mon métier, c'est de former aujourd'hui vraiment les créateurs d'entreprises. Et si voilà, vous êtes dans cette démarche où vous vous demandez si c'est fait pour vous ou même si vous êtes déjà dans la démarche d'entreprendre, vous pouvez suivre la formation Propulso, c'est une formation en ligne. Je dis bien que ce n'est pas une formation à la création d'entreprise, c'est une formation au métier d'entrepreneur. Donc ce n'est pas simplement comment faire son business plan ou comment trouver des financements, mais c'est beaucoup plus large que ça, avec des petites choses que j'ai abordées ce soir qui vont beaucoup plus dans le détail. Et puis voilà, plein d'autres choses encore sur l'entrepreneuriat durable notamment, sur beaucoup d'autres sujets. Donc vous pouvez visiter le site propulso.fr en sachant que la prise en charge est possible justement par le CPF et que vous pouvez donc y consacrer une partie de votre budget. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt pour parler d'entrepreneuriat. Et bien voilà, cette conférence est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup à Juliette Bonneau et Anne-Fleur Adam de leur intervention, de s'être investis de cette sorte-là. Et surtout, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur notre site internet, sur Facebook si vous voulez les voir d'un titre individuel. Elles sont à votre disposition et nous allons organiser plus tard avec elles des ateliers. Nous avons d'autres idées de conférences. J'espère que vous nous suivrez à nouveau. À bientôt au D5. Bonne soirée.